Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission qui vous résume chaque jour les principales infos sur le mobile et c'est du lundi au vendredi dès 7h sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs pour ce week-end je vous prépare une petite vidéo pour vous annoncer quelques changements sur la chaîne. Mais bon, pour vous la faire simple, il n'y aura pas de changement majeur pour Dev Café. Mais bon, là on n'est que mercredi et de quoi va-t-on se parler aujourd'hui? Eh bien notamment de Titanium, car oui ça fait quand même un petit moment qu'on n'en avait plus entendu parler, mais aussi de React Native et de plein d'infos toujours utiles. Bref, je vous propose qu'on regarde ça juste après le générique. On commence avec Médiamétrie qui a publié hier les audiences des sites internet les plus visités en France lors du mois de novembre. Alors il en ressort que 54 millions des personnes se sont connectées au moins une fois sur internet, c'est-à-dire tout de même plus de 85% de la population, et chaque jour la moyenne était de 45 millions d'internautes, sachant qu'en général les visites se font à 75% depuis un téléphone. Et la durée moyenne de consommation quotidienne est de 2h26, qui est d'ailleurs en légère baisse sur un an. Alors vu que le mois de novembre marque traditionnellement le début des achats pour Noël et notamment le Black Friday, il en ressort que c'est pas uniquement pour visiter des sites que les smartphones sont utilisés, mais aussi pour acheter puisque c'est le cas de 67% des acheteurs. Ensuite, vous voyez le top des sites e-commerce les plus fréquentés, mais je dois quand même vous avouer que je suis assez étonné de la place de Leclerc et de Lidl. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers le communiqué dans la description puisque vous y retrouverez aussi différents classements où vous verrez notamment que certains sites font un tout petit peu de la résistance, et c'est notamment le cas du service public où le taux d'utilisation sur un ordinateur reste quand même élevé. On poursuit avec une petite info mais beaucoup plus sympa pour nous développeurs puisque c'est un easter egg auquel j'avais jamais fait attention sur la doc d'Android. Alors sur la classe User Manager, il y a une constante qui s'appelle Disallow Fun et qui existe depuis Android 6. Alors selon la description, elle indique si l'utilisateur est autorisé ou non à avoir du fun ou à s'amuser si on traduit correctement. Et ils ajoutent que dans certains cas, le propriétaire du téléphone peut souhaiter empêcher l'utilisateur de s'amuser ou de se réjouir. Bien évidemment, la valeur par défaut est à false. Vous pouvez donc vous amuser. Voilà donc une info capitale pour commencer ce Dev Café. D'ailleurs, si vous avez d'autres petites anecdotes dans le genre, surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et on enchaîne avec un framework que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais je vous avoue être totalement passé à côté puisqu'il s'agit de Kvision. Rien à voir avec du machine learning, mais c'est plutôt un framework en Kotlin pour concevoir des applications web. Alors dans l'idée, on est sur de la déclarative UI, c'est-à-dire la même chose que Jetpack Compose ou Swift, tout en utilisant du Kotlin. Il n'y a donc absolument pas besoin de faire de l'HTML, du CSS et du JS, car tout est généré automatiquement, et en plus ça peut se connecter à des serveurs comme Ktor, Spring Boot ou encore Micronaut, mais ça peut encore faire un tout petit peu plus, parce que ça peut utiliser Electron, et dans ce cas générer une application desktop. Alors la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que la version 6 est sortie il y a quelques jours à peine, avec un changelog qui fait là aussi 3 km. Donc a priori, les nouveautés intéresseront plutôt ceux qui en font déjà, car en tant que tel, il n'y a pas vraiment la fonctionnalité qui va tout casser. Ensuite, place à un sujet beaucoup plus sérieux, on va dire, puisque c'est le Digital Market Act qui est d'ailleurs rentré en vigueur il y a quelques semaines en Europe, mais les entreprises ont 6 mois pour se mettre en conformité, ce qui laisse quand même jusqu'à début mai pour tout mettre en place. Et parmi les nombreuses nouveautés ou contraintes, on va dire, il y a l'arrivée des App Store alternatifs et l'autorisation du sideloading. Finalement, c'est deux totems contre lesquels Apple se bat pour des raisons plus ou moins légitimes. Donc eux, ils mettent en avant l'aspect sécuritaire et la protection de la vie privée, qui sont en effet plutôt des bons arguments. Mais bon, forcer l'utilisation de WebKit sur iOS, là-dessus, ils se montrent quand même beaucoup moins vigoureux. Et du coup, à ce sujet, je vous avais déjà parlé du développeur de l'Alt Store, qui est un store alternatif qui existe déjà aujourd'hui sur iOS. Et selon son créateur, il préférerait que seul le sideloading soit possible, mais uniquement en passant par un Mac plutôt que d'ouvrir un peu trop les vannes, car au final, Apple ne fait pas un si mauvais travail en matière de sécurité. Et en plus, Apple Insider a interviewé il y a quelques jours plusieurs développeurs pour avoir des avis contradictoires. Alors pour commencer, il y a 7 apps que je vous recommande d'ailleurs, puisque le concept c'est de payer un abonnement mensuel pour avoir accès à des centaines d'applications sur son Mac, mais il y en a aussi quelques-unes sur iOS. Et bon, là-dessus, pour y parvenir, c'est quand même assez compliqué, car il faut télécharger l'application sur l'App Store, puis faire des manips dans l'appli pour valider l'abonnement. Bref, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, on comprend que pour eux, ce serait totalement bénéfique d'avoir un vrai App Store alternatif, car ils proposent justement quelque chose qu'Apple ne propose pas. Et en parallèle, pour le développeur de Luna Display, qui permet notamment de réduire les effets des écrans bleus, il met en avant que pouvoir télécharger une application sur un site pourrait être très intéressant, notamment pour pouvoir installer des versions antérieures. Alors de même, contrairement au Google Play, il est absolument pas possible de publier facilement des bêtas et des versions expérimentales directement sur l'App Store, car il faut forcément passer par TestFlight, et cette fonctionnalité du coup favoriserait l'innovation aussi selon lui. En revanche, l'article est plutôt bien fait puisqu'il fait place à la contradiction,
Il y a notamment 2 développeurs comme PC Calc ou encore ceux Domino Group qui préfèrent garder le système actuel. Bref, finalement, quels que soient les retours, Apple devra se mettre en règle car pour rappel, enfreindre le Digital Market Act, c'est jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial et même 20% en cas de récidive. Du coup, à mon avis, Apple, au mois de mai, forcément, ils vont faire tout ça. Et voilà pour les premiers sujets, comme vous en avez l'habitude. Maintenant, on va passer aux actus en bref. On commence par une modification urgente à faire si vous utilisez PyTorch, qui est un package Python très populaire pour faire du machine learning. Si vous avez téléchargé une mise à jour entre le 25 et le 30 décembre sur Linux, il faut impérativement la désinstaller car une de ses dépendances, Torch Triton, contenait du code modifié avec des malwares. En revanche, désormais tout est corrigé. Toujours dans les mauvaises nouvelles, juste après Noël, le site français Zataz a découvert que les données de plus de 257 millions d'utilisateurs de Deezer ont fuité. Elles contiennent notamment des noms, prénoms, date de naissance, email, adresse IP, le sexe et la géolocalisation. Et cette fuite commence à déplaire sur Twitter puisque des utilisateurs se plaignent d'être dans cette base de données alors qu'ils avaient pourtant demandé la fermeture des comptes il y a plusieurs années. La CNIL risque donc de taper très fort du poing sur la table. Et encore une mauvaise nouvelle si vous voulez acheter des pièces de réparation pour les iPhones puisqu'une augmentation de prix est prévue pour le 1er mars. Cela concerne tous les modèles à l'exception des iPhone 14. Par exemple, une batterie coûtera désormais 24 € de plus sur un iPhone 13. Fin des mauvaises nouvelles et place à une bonne si vous êtes sur Windows puisque vous connaissez probablement PhoneLink qui permet de lier un ordinateur à un téléphone Android pour les notifications, les SMS et les appels. Intel Unison est désormais une alternative qui propose le même type de fonctionnalité mais propose surtout le support des iPhones. Même si l'application est marketée comme uniquement disponible pour les processeurs Intel Evo, il semblerait que n'importe quel ordinateur, y compris ceux avec un processeur ARM, puisse l'utiliser. Sur un aspect web maintenant, le robot utilisé par le moteur de recherche Bing va voir son user agent légèrement changer. Si vous voulez en tenir compte, le déploiement total est prévu pour le début de cette année. Toujours sur l'aspect user agent, Firefox va devoir changer le sien car certains sites le considèrent comme Internet Explorer 11. En effet, le navigateur va bientôt passer par la version 110, mais certains programmes regardent si la chaîne 11 est présente, auquel cas ils pensent tomber sur l'ancien navigateur de Microsoft. Par conséquent, l'user agent va prochainement être changé. On reprend avec un framework dont j'avais plus entendu parler, mais alors depuis très longtemps, à savoir Titanium, et je me suis amusé à chercher dans l'historique, mais la première version, elle date de 2010, sachant que l'idée à l'époque, c'était de faire des applis web pour Android, iOS, mais aussi Windows Phone. Et en 2013, Business Insider estimait même que 10% des applications l'utilisaient, et bon, depuis c'est le déclin, et même depuis 2021, le projet il est carrément totalement open source. Et finalement, les versions continuent de sortir, puisque vendredi dernier, la version 12 a été rendue publique. Alors, elle consiste principalement à se mettre à niveau, avec notamment le support du Dynamic Island ou d'Android 13, et à noter aussi que la version minimum supportée c'est iOS 13. Bon, comme d'habitude, je vous renvoie vers le lien en description, mais bon, on a quand même l'impression que c'est un peu des irrésistibles gaulois qui continuent de maintenir le projet en vie. Ensuite, pas plus tard qu'hier, je vous présentais un framework pour améliorer les bases de code avec du React Native mobile et web, et aujourd'hui finalement place à un retour de la migration d'une application native vers du React, à savoir celui de Shopify. Alors ils ont commencé à partir de 2020 à vouloir migrer leurs applications, sachant qu'ils en ont deux principales, Shopify Point of Sales pour les événements en physique et Shopify Mobile qui est leur appli flagship avec plus de 300 écrans tout de même. Sachant que pour chacune, la problématique était différente. Pour Point of Sales, il fallait clairement la réécrire car elle était devenue quasi immaintenable, là où la version mobile finalement elle était assez ok, car sinon ils estimaient à 3 ans la durée nécessaire pour tout réécrire. Alors du coup, l'approche qu'ils ont utilisée, ça a été de migrer progressivement, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps. Mais partir sur ce choix s'est vite révélé compliqué car chaque changement de design nécessitait de le faire sur Android, iOS et React, et alors ils estimaient qu'à ce rythme, la migration totale prendrait entre 4 et 5 ans. Du coup, ils ont opté pour ce qu'ils appellent un portage itératif, c'est-à-dire que toutes les nouvelles fonctionnalités sont forcément faites en React et la migration de l'existant, elle est faite en parallèle. Du coup, partir sur ce choix, c'était relativement risqué pour eux, car beaucoup de leurs développeurs étaient spécialisés soit sur Kotlin, soit sur Swift, mais pas forcément en React. Du coup, ils ont créé en interne une formation en 5 étapes que vous voyez juste là, et l'avantage, c'est qu'on peut commencer là où on veut, selon son niveau. Ensuite, il a fallu prioriser, et pour ça, ils ont fait un tableur géant en listant toutes les fonctionnalités et sous-fonctionnalités, en donnant à chaque fois un indice de complexité. Alors pour ça, ils ont utilisé le modèle RICE, qui veut dire Reach, Impact, Confidence et Effort, qui met dans la balance le nombre d'utilisateurs actifs, l'impact de la fonctionnalité, le degré de confiance sur l'avantage que ça apporte, et la quantité d'efforts nécessaires pour porter cette fonctionnalité, et ensuite il y a la formule de calcul que vous voyez.
Et ensuite, ils ont dû décider par quoi commencer, et ils ont privilégié les premiers écrans de l'appli, car ça permet notamment de mettre en place tout l'aspect configuration, par exemple le token de l'utilisateur. Au final, les points positifs pour eux, c'est l'uniformisation des implémentations entre Android et iOS, car par exemple les API n'étaient pas appelées de la même manière, et l'autre avantage, en toute logique, vous allez me dire, c'est que la quantité de travail elle est inférieure, car il y a moins de tests et moins de PR à valider. Mais tout n'a pas été parfait pour autant, car la mise en place de l'infra et de l'architecture finalement a pris un tout petit peu de temps, mais bon là-dessus c'est quand même assez normal. Ensuite, le mélange entre les écrans natifs et React, c'est quand même assez compliqué. Mais surtout côté iOS uniquement, ils ont eu des problèmes sur le support des deep links, car il fallait recréer la stack des écrans avec un mélange des deux technos, donc les écrans natifs et les écrans React. Et finalement, l'option ça a été d'afficher une pop-up, donc c'est un peu dommage quand même. Finalement, dans l'ensemble, c'est du positif pour eux, même s'il reste encore beaucoup à faire pour passer à du 100% React. Pour ce qui est de l'outil du jour, vous en avez peut-être marre d'écrire des requêtes en SQL. Il y a un site internet qui cache une IA qui vous permet de les générer automatiquement. Alors pour ça, il suffit de renseigner les différentes tables et les différentes colonnes, puis de demander l'extraction de telle ou telle info. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi prendre l'outil à l'envers, c'est-à-dire que vous donnez une requête SQL, et lui, il va vous donner une explication avec des mots. Alors pour le moment, le site, il est en version bêta, et pendant cette phase, tout est gratuit, donc autant en profiter. Le lien est en description comme d'hab. Et voilà, clap de fin pour cet épisode 103. Comme vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne. Et à nouveau, comme d'habitude, on se donne rendez-vous demain dès 7h sur la chaîne avec un nouveau Dev Café. Et en attendant, je vais vous souhaiter à toutes et à tous de passer une bonne journée.